Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'avais ma fille pendant une semaine non-stop et du coup moins de temps. Et d'ailleurs j'en profite pour faire une douce transition là-dessus où j'aimerais parler de la parentalité ou du moins de l'éducation. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que ma formation initiale, donc le premier métier que j'ai décidé de choisir, c'était éducatrice de jeunes enfants. Je dis c'était, mais en fait ça fait partie de moi, donc ça l'est toujours, sauf que j'ai bifurqué sur autre chose après. Et en fait, ce que j'en retiens et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que comme dans beaucoup de choses, il y a beaucoup de courants en éducation. Et parfois, sous couvert de vouloir bien faire les choses, de vouloir faire le meilleur, nous, en tant que professionnels, on peut contribuer à, à faire perdre confiance en eux aux parents, alors que le but, c'est le contraire. Parce que on est dans une quête d'idéalisme ou de perfection. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, hein. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que il y a plein de courants. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'étais enceinte, euh, je lisais quelque chose, je lisais un bouquin. Et à un moment donné, dans le bouquin, il disait le cododo, c'est vachement important. C'est super important. Les enfants occidentaux, on les habitue pas d'une manière évidente et logique, et il faut absolument favoriser le cododo chez l'enfant. Et moi, j'en avais aucun besoin et aucune envie. Au contraire, c'était important pour moi la nuit de pouvoir me retrouver moi-même en fait, sans ce qui veut pas dire que si mon enfant pleure, je vais pas m'occuper d'elle et faire ce qu'il faut, mais j'avais pas du tout ce ressenti et ce besoin. Et en fait, du coup, j'ai posé le livre en me disant aux, aux flammes toute la bienséance de l'éducation la plus parfaite possible. En fait, je vais juste me contenter d'être moi, d'apprendre à me faire confiance, donc à suivre mes ressentis et mon intuition, d'accepter que de toute façon mon enfant il va se construire sur du manque parce que c'est comme ça qu'un enfant se construit, sinon on part dans l'autisme. Et d'accepter que du coup je serai responsable de certaines de ces blessures, mais que de toute façon c'est inhérent au parcours de l'être humain. Et ce que je vais essayer de faire moi, c'est de tirer euh, des conclusions de ma propre éducation à moi et de ce que j'ai vécu, de ma propre histoire en tant qu'enfant. Et ce qui a été difficile pour moi, ce n'est pas ce n'est pas tant ce que n'ont pas fait mes parents, c'est surtout de n'avoir jamais pu entendre et reconnaître que ça avait suscité de la souffrance chez moi. Et du coup, c'est là-dessus que j'axe mon éducation, c'est-à-dire que je vais m'écouter. Et ça ne veut pas dire que je ne prends pas du tout en compte l'autre, hein. Franchement, au contraire. Mais je pars du principe que mon bonheur est étroitement lié au bonheur de mon enfant. Du coup, je vais être capable de l'observer, de voir quand est-ce qu'elle a des besoins, mais je vais pas être dans une posture sacrificielle où encore une fois je vais tout laisser passer sous prétexte que non, je vais savoir si vraiment là mon besoin à moi c'est de couper parce que sinon je vais être néfaste, ben je saurai couper. Et je pense que c'est vraiment important de sortir de cet idéal et de perfection parce que ça nous donne toujours l'impression qu'on n'est jamais suffisamment bien. Et on est humain en fait. Je pense que éduquer un enfant, c'est pas être la meilleure maman parfaite, super organisée, qui fait tout le temps. Voilà, si ça fait partie de vos qualités, tant mieux. Mais pour moi, éduquer un enfant, c'est être une humaine consciente de ses qualités, consciente de ses limites, capable de les transmettre à son enfant, capable de lui expliquer, capable de reconnaître quand elle est partie trop loin, capable de poser des limites à son enfant. Euh, voilà, capable d'accepter sa vulnérabilité, sa défaillance d'être humain. Et, euh, et capable de reconnaître ses erreurs. Parce que, enfin, vous regarderez dans votre parcours, mais moi vraiment, ce qui m'a manqué, c'était juste ça.
c'était pas qu'on soit parfait avec moi, c'était juste qu'on soit capable d'entendre que, aïe, là, peut-être que, enfin, là, moi, ça m'a blessée. Et voilà, c'est vraiment la chose que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui parce que comme j'ai passé une semaine euh, avec ma fille, euh, j'ai pu observer euh, voilà ce qui se joue dans la relation. Et, euh, et les enfants, tout comme n'importe quelle personne, mais sont des jolis miroirs en fait. Alors, miroir, ça veut pas dire que tout ce qu'ils font ou font pas, c'est lié à nous. Ça veut juste dire qu'ils vont nous aider, de par leur propre personnalité, de par qui ils sont, à prendre conscience davantage, si on souhaite le voir, euh, des points de nos mécanismes en fait et de leurs résultantes. Par exemple, cette semaine, ce que j'ai expérimenté, c'était ma fille, elle a vécu pas mal de changements ces derniers temps. Et, euh, et quand elle vit pas mal de changements, bah, elle se ressent en insécurité et du coup, elle est beaucoup plus envahissante, collante, demandeuse. Elle grappille, elle dévore les limites. Voilà. Et moi, bah, j'ai toujours mon besoin de bah, mes limites d'être humain à moi, que je sois mère ou pas mère, à un moment donné, quand c'est trop, je sais plus faire. Mais je l'ai observé. Et, euh, et je me suis dit, tiens, elle est en train de me montrer encore bah, peut-être une posture que je devrais solidifier, à savoir euh, faire respecter mes limites. Surtout que c'est pas la première fois que je ressens ça dans des relations, quasiment dans énormément de relations. Et là, je le revois. Je vois que la personne, elle en demande, et c'est souvent dans ces moments-là, la personne, elle en demande, et en fait, mes limites ne sont pas respectées. J'essaye de le faire verbalement, de le dire, de l'exprimer, mais voilà, c'est quand même pas respecté. Bon, elle a 5 ans, donc on va lui laisser son âge à elle, de petite fille de 5 ans. Mais c'était intéressant pour moi à observer parce que du coup, ça me faisait un challenge entre j'aimerais pouvoir répondre à la demande de mon enfant et de pouvoir l'apaiser et la calmer. Et en même temps, je ne peux pas être quelqu'un d'autre que moi-même et je ne peux pas pousser mes limites plus que ce qu'elles ne sont capables d'accepter. Et, euh, et voilà, et dans ces moments-là, on passe par plusieurs phases. Alors, soit c'est la phase de confrontation, où on essaye de le faire en force, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Moi, en général ça fonctionne pas. Euh, Après, il y a la phase de négociation, donc on essaye d'expliquer à l'enfant tout en se justifiant. Ça fonctionne pas non plus parce que ça fonctionne en, en prévention. Mais sur le moment, la limite, c'est maintenant qu'on a besoin de la poser en fait. Et donc ce qui marche, c'est la douce fermeté, en gros. C'est comme ça en fait. C'est comme ça, point. Et après, s'il y a besoin de revenir dessus, on y reviendra, mais là c'est comme ça. Parce que sinon, on rentre dans un système, un espèce de mécanisme de... l'autorité est constamment remise en question, constamment besoin d'expliquer. C'est un peu comme avec les gens, vous dites une fois, 2 fois, 3 fois, et puis en fait c'est jamais entendu, et puis on continue à le dire. Le bénéfice euh, don de soi, perte d'énergie, il est défaillant. En fait, là, quand on est à bout de ses limites, il faut se préserver en termes d'énergie, et se préserver en termes d'énergie, c'est stop. Je ne peux pas pour l'instant. Je ne suis pas disponible. Je te demande, je sais pas moi, d'aller dans ta chambre, de prendre un temps pour toi. On discutera tout à l'heure. Stop. Parce que voilà, sinon c'est mais maman, mais en fait, parce que, mais pourquoi, mais attends, mais je voudrais te dire que. Oui, d'accord, mais là c'est stop. Et je crois que, enfin, c'est un bel exemple de miroir de mes relations où finalement je me rends compte que j'ai souvent
cette qualité d'expliquer les choses de façon très claire. Et la face inverse de cette qualité, c'est qu'à trop expliquer les choses de façon très claire, les gens tentent de vous passer dessus, de braver la limite. Et c'est humain, en fait. Donc, en fait, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est important. C'est important de trouver cette juste limite entre d'être clair verbalement et de savoir aussi acter l'arrêt d'explication. On n'explique pas 15 fois la même... à un enfant, si, quand ils sont en bas âge, mais je veux dire à partir d'un certain moment, et pareil avec les adultes, tu connais la règle en fait. Je te l'ai déjà expliqué. Et le fait de continuer à expliquer, c'est équivalent à continuer à perdre son énergie, alors que en fait, c'est pas votre posture là qui est défaillante, c'est la capacité de l'autre à entendre votre limite. Et si vous continuez à expliquer, là, vous passez dans une posture défaillante, puisque du coup, vous perdez de l'énergie à alimenter ce que l'autre, finalement, n'a pas envie de comprendre, en fait. Et ça ne résoudra pas le problème. Donc voilà ce que j'avais envie de vous amener à voir aujourd'hui. J'avais envie, encore une fois, de revenir sur cette tendance à la perfection, qu'il soit dans l'éducation ou dans n'importe quoi d'ailleurs. Cette tendance à vouloir toujours être parfait, à vouloir toujours... Voilà, on est passé d'un extrême à l'autre, un petit peu en éducation, on est passé d'un irrespect total de l'autre en face en tant qu'individu à un respect tel que parfois on oublie que être parent, c'est avant tout être un individu, et qu'un individu ne se simplifie pas uniquement à son rôle de parent, bien au contraire, et qu'un enfant s'épanouit non pas parce qu'on lui dit, mais à travers l'exemple qu'on va incarner. Et si on est dans une posture sacrificielle de l'enfant et qu'on a oublié notre individualité, eh bien on devient un parent, une personne malheureuse, et on donne comme exemple à notre enfant de faire la même chose quand il sera grand, c'est-à-dire de se sacrifier par plaisir, pour les autres, ce qui n'est pas du tout juste pour moi, et que ce qui est juste, c'est de montrer à son enfant que on le respecte et on le considère en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'âme, et qu'on se respecte aussi nous, et que la relation, c'est un compromis entre tes besoins et les miens. Alors, quand je dis ça, entendez bien que en tant qu'adulte, je fais passer les besoins de mon enfant en priorité quand il n'est pas capable d'y répondre tout seul. Là, on parle bien sûr quand l'enfant grandit, de l'évolution. C'est-à-dire que là, par exemple, dans l'âge dans lequel elle est, je commence à lui faire comprendre que ses besoins, qu'elle ne sera pas dans une toute-puissance, qu'elle en a, que je les entends, mais que je ne pourrai pas répondre à tout le temps, d'une, parce que je suis un individu, et de deux, parce que de toute façon, je ne serai jamais en mesure, et personne ne sera jamais en mesure de combler tous ses besoins tels qu'elle voudrait et tels qu'elle aimerait. Mais par contre, elle pourrait, si vraiment elle a un besoin, y répondre et verbaliser à la personne ce qu'elle a besoin pour voir si la personne peut y répondre. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'instaurer avec elle, et je pense que c'est aussi lui rendre service, parce que dans la société, on est limité et on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut, même si on l'a demandé poliment en disant s'il te plaît, merci. Il y a ses limites, et ces limites, le monde dans lequel on est n'est pas toujours juste. Il ne suffit pas de travailler bien à l'école pour pouvoir obtenir son concours, parce que si le fils du maire de machin est dans l'équation, de toute façon, même si lui il aura le poste par exemple,
Alors je dis pas qu'il faut lui inculquer ses valeurs, ce que je veux dire c'est que pour moi donner des ressources à l'enfant, c'est pas lui permettre d'imaginer un monde idéal où la justice primerait parce que c'est pas la vérité et c'est faux, mais de lui donner des ressources pour qu'elle puisse faire face à tout type de situation. Et pour moi, le rôle de parent, si je devais le résumer, c'est la protection. C'est protéger son enfant. Donc quand il est petit, protéger son enfant, ça va être de répondre à ses besoins d'amour et aussi à ses besoins vitaux, physiques, donc le nourrir, prendre soin de lui, quoi, le changer, le laver, lui donner à boire, etc. Mais beaucoup de besoins de sécurité, de contact, de sécurité affective. Et puis le préserver aussi. Alors lui donner des ressources c'est bien, mais avoir quand même un œil dans l'environnement dans lequel il grandit. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la première année de maternelle de ma fille, donc moi j'avais prié pour avoir une maîtresse bienveillante parce que c'était la première fois, quand l'enfant va à l'école, c'est la première fois qu'on ne choisit pas la personne qui s'occupe de lui. C'est l'univers qui va vous envoyer quelqu'un. Et donc je priais pour avoir une maîtresse qui corresponde à mes valeurs, qui réponde aux besoins de mon enfant, etc., etc. Et manque de peau, ou pas, je sais pas, l'univers il n'a pas entendu. Il m'a envoyé l'inverse. Il m'a envoyé une femme qui débarquait, qui n'avait jamais travaillé avec des petits, qui n'avait pas l'air de comprendre du tout les besoins, qui n'avait pas l'air d'être maternante, sécurisante, etc. Donc voilà, donc ma fille, elle fait sa rentrée comme ça, et puis je me dis, elle est maltraitante cette femme-là, enfin, je sais pas, je la sens pas douce, etc. Peut-être que mon rôle là, ce serait de faire quelque chose, etc. Donc j'ai essayé de créer un lien avec la dame, et j'ai vu qu'en fait c'était peine perdue dans le sens où au niveau de conscience, elle comprendrait pas ce que j'essaye de lui exprimer et que ça sert à rien en fait. Donc du coup, si je m'étais écoutée juste moi, j'aurais retiré ma fille de cette classe-là parce que pour moi, c'était pas un environnement bienveillant. Mais ce que j'ai fait, et j'en suis pas peu fière, c'est que j'ai demandé à ma fille comment elle se sentait avec sa maîtresse, comment elle se sentait à l'école, est-ce qu'elle s'y sentait bien, est-ce que sa maîtresse était gentille avec elle, est-ce qu'elle l'aimait bien, etc. Et je me suis rendu compte que ma fille, elle avait aucun problème avec ça. Elle se sentait bien dans sa classe, elle se sentait bien avec sa maîtresse, elle n'avait pas de difficultés. Et du coup, je me suis dit, eh ben, si ta fille, elle n'exprime pas de difficultés, pourquoi tu vas changer son environnement ? Eh ben, je ne vais pas changer. Et ça a été mon expérience où entre moi, mon idée de perfection de parent et la réalité de ce que vit ma fille, donc mes propres projections à moi et la réalité de ce que vit ma fille, et ben c'était plié en fait. Si ma fille le vit bien, tout va bien. Par contre, si ma fille le vivait mal, là ça aurait été autre chose. Et je pense que c'était une bonne expérience, et je pense que c'est important de se rendre compte de ça. C'est que finalement c'est des individus déjà existants, et que notre rôle à nous, c'est de leur donner les ressources dans une situation en partant de eux, pas en partant de nos propres peurs ou de nos propres angoisses ou de nos propres perceptions, mais en partant de eux, de comment eux vivent cette situation, comment eux se sentent. Voilà. À aucun moment elle s'est sentie en danger avec cette femme-là. Bon bah voilà, je l'ai laissée, et je suis contente parce que protéger c'est bien, mais surprotéger, étouffer, c'est empêcher l'enfant de gagner confiance en lui, empêcher l'enfant de faire ses expériences, et la juste le juste équilibre n'est pas la limite est mince en fait, et c'est important de pouvoir se regarder, mais pas se regarder avec jugement, avec cette forme insupportable de se dire qu'on a des défauts et qu'on est défaillant. Mais on est défaillant, enfin on est défaillant
on est humain en fait, on est humain, on a nous-mêmes notre histoire, on a nous-mêmes un vécu. Moi, quand je regarde mon propre vécu de petite fille, je veux dire, je suis passée par des phases. Alors, ce qui ne veut pas dire que je veux que mon enfant passe par toutes les phases que j'ai vécues, au contraire. Mais ça me permet de relativiser, à me dire, malgré tout, j'ai réussi à trouver en moi des ressources et de la stabilité. Donc, l'idée, c'est pas de tout... de tout lisser, de la mettre dans une bulle de façon à ce qu'elle ne soit jamais impactée par les autres. Mais l'idée, c'est au contraire juste de lui donner des outils dans les situations en vérifiant bien son ressenti à elle pour qu'elle puisse expérimenter et qu'elle ait une boîte à outils suffisante pour pouvoir s'adapter à toute situation de vie. Voilà, j'avais envie de vous partager ma vision un petit peu de la parentalité en tant que professionnelle et aussi en tant que maman avec son expérience, parce que dans ce que j'ai pu observer de toutes les familles que j'ai pu accompagner, ce qu'ils ont besoin, et c'est exactement la même chose que cette chaîne, ce qu'on a besoin, ce n'est pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire et comment on devrait le faire, ce qu'on a besoin, c'est que la personne en face de nous guide de façon à être autonome, de façon à se reconnecter à soi, parce que c'est pas toujours facile, parce qu'on veut tellement bien faire, et puis sans compter l'impact de la famille, qui va dire, ou même des amis, qui a toujours la solution éducative à tout, qui connaît exactement... ce qu'on devrait faire et comment, chacun fait son expérience. Et moi, je vous donne un exemple. Par exemple, quand j'étais enceinte, on m'a dit, tu vas voir, c'est fini, tu vas plus dormir, ta vie elle est entre parenthèses, etc., etc. C'est pas du tout ma réalité, à moi. Et c'était angoissant quand on est maman, qu'on va vivre une expérience, ou même papa, parce que le papa aussi avait la même difficulté, c'est qu'on nous renvoyait les projections des autres. Alors oui, des fois, c'est pas évident, effectivement, mais est-ce qu'on est obligé de projeter sa propre expérience comme si on était le centre du monde et que les autres allaient vivre exactement la même chose? Non, parce qu'il y a des millions d'individus, il y a des millions de parentalités différentes, il y a des millions d'enfants différents, et tout n'est pas... Enfin, nous, on a, par exemple, niveau sommeil, on n'a jamais eu de soucis. Bon, bah tant mieux pour nous. On a eu peut-être d'autres soucis, mais pas celui-là. Et du coup, j'ai pas du tout ce ressenti quand on est maman, on perd. Mais non, mais parce qu'en fait, dans ma parentalité à moi et dans ma maternité à moi, je me suis toujours dit, je veux être une maman consciente d'elle-même, consciente d'elle, qui surprojette pas sur son enfant, qui passe pas sa vie, qui met pas toute son émotionnalité dans son enfant et qui répond aux besoins de son enfant, mais qui ne s'oublie pas elle. C'était un peu ma ligne de conduite, et d'ailleurs je pense que quand on a cette ligne de conduite et quand on tend à vouloir aller là-dessus, si on tombe sur des personnes bienveillantes qui nous permettent juste de reprendre confiance en nous, parce que qu'on se le dise, vous avez tout à l'intérieur de vous en fait, tout. Il suffit juste de se faire confiance, de poser les idéaux, poser les bouquins, poser les donneurs de leçons, poser les conseillers qu'on leur a rien demandé, et de suivre vos petites guidances intérieures, d'observer avec bon sens les réactions de votre enfant et de vous ajuster. Et là, vous trouverez le duo parfait pour vous et pour la personne que vous accompagnez, qui est votre enfant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.